Pendant l'Antiquité, un jeune très très brillant fait des études d'une manière extraordinaire dans son pays, la Grèce antique. Il décide d'aller se perfectionner dans un pays où la science était vraiment au plus haut niveau, l'Égypte. Il va à Alexandrie, il fait une formation, et puis il rentre dans son pays, sachant qu'il est devenu extraordinaire, qu'il connaît déjà mieux les choses, qu'il maîtrise bien, qu'il est devenu l'un des plus grands. Il écrit ses livres, il fait ses notes, mais un jour, il croise un personnage très particulier. Il discute avec ces messieurs et au bout de la ligne, le soir, il prend toutes ses notes, tous ses livres déjà écrits, il les met sur les feux. Nous parlons de Platon, les grands philosophes connus partout dans le monde. Et la personne qu'il avait rencontrée, c'est Socrate, l'homme reconnu comme le premier grand philosophe du monde occidental. Un analphabète qui a remis sur les droits chemins un grand intellectuel, un érudit, un grand connaisseur, recadré par un analphabète, un docteur à thèse qui est remis en cause par un analphabète et qui revient sur les droits chemins. Et non seulement ça, il devient le disciple de l'analphabète. Bonjour, je voudrais aujourd'hui encore qu'on partage la deuxième phase de cette étude qui nous parle, où nous discutons un peu de l'école et de sa valeur dans la vie pratique. Je vais te donner aujourd'hui comme promis 12 faiblesses de l'école afin que tu puisses comprendre de toi-même ce qui se passe et là où ça ne va pas. La première faille de l'école, c'est quoi? C'est déjà le point de départ, la raison pour laquelle on envoie les gens à l'école. La raison elle-même, elle est bidon, elle est obsolète. Elle n'est plus adaptée à notre époque. On te dit, va à l'école, tu vas décrocher un emploi, tu seras très bien payé, tu seras un grand homme. La raison est bidon. À l'époque coloniale, lorsqu'il y avait zéro intellectuel, tu vas à l'école, à coup sûr, tu es employé. À l'époque industrielle en Occident, tu vas à l'école, à coup sûr, tu trouves un emploi car tu es exceptionnel. Mais avec l'augmentation du nombre des bacheliers, l'augmentation du nombre des diplômés universitaires, on est tombé dans le chômage. Ce qui veut dire que la magie de l'intellectuel, la magie du diplômé n'existe plus. Elle a disparu. C'est la raison pour laquelle aller à l'école, puisqu'on aura un emploi, devient obsolète. Deuxième raison, on te prépare pour aller chercher l'emploi, mais on ne te donne pas tout. Bien sûr, on te dit qu'on t'a donné la connaissance, c'est bien, mais pour aller chercher l'emploi, est-ce qu'on t'a appris à écrire une lettre de motivation? Est-ce qu'on t'a appris à concevoir un curriculum vitae, un CV? Est-ce qu'on t'a préparé aux interviews, la manière de gérer le stress, la manière de se présenter, la manière de se vendre, la manière de vendre ses compétences? Moi, en tout cas, ça n'était pas fait. Si toi, on te l'avait donné, moi, non. Après 5 années d'université, je me suis débrouillé seul. Peut-être que toi, tu l'as eu. C'est comme si vous preniez un soldat, vous l'envoyez au front, vous lui remettez une arme de pointe, dernière génération, mais il n'a pas de munitions. C'est très, très compliqué. La deuxième raison, la deuxième faiblesse de l'école, c'est quoi? L'école forme des subalternes, des soldats, des troupes. Ça signifie quoi? L'école vous prépare à aller chercher l'emploi. L'école vous prépare à aller chercher quelqu'un qui va vous donner des responsabilités et qui va vous rémunérer en fonction de cela. Mais la plus grosse faiblesse, c'est quoi? Quelle est l'institution qui forme les employeurs? Elle n'existe pas. On formait des employés, mais on ne formait pas des employeurs. Ça signifie quoi ça? C'est comme si vous créez une éco-foot, une école de football, vous formez des footballeurs, vous formez des athlètes, mais il n'y a aucune équipe pour les recevoir. Il n'y a même pas de stade, il n'y a même pas de terrain où ils vont jouer. Mais ils ont acquis toutes les connaissances, toutes les théories possibles. Voilà la deuxième faiblesse
de l'école. Comment est-ce que l'école tue encore les jeunes? C'est par sa méthode d'apprentissage, la mémorisation. On amène les gens à mémoriser les connaissances, seulement les mémoriser. Et cela nous amène à quoi? On oublie l'intelligence, on oublie l'imagination, on oublie toutes les autres facultés, l'attention et les restes. On oublie. On se concentre sur l'effet d'amener les gens à accumuler des connaissances. On va gaver les jeunes des connaissances, mais on ne développe pas l'ensemble de leurs facultés. C'est une faiblesse très, très grave qui fait à ce que l'école détruit les jeunes. Ce qui nous amène au point suivant. Le stockage des connaissances, l'accumulation des connaissances. Est-ce qu'elle peut faire la différence? Regardez un peu. Vous prenez les connaissances que vous accumulez les unes sur les autres. Au bout de la ligne, elles vont servir à quoi? C'est comme si vous preniez de la sémence que vous gardiez dans le grenier. Au fil du temps, ça se détériore. Au fil du temps, ça devient obsolète. Au fil du temps, ça devient inutilisable. C'est ça le grand problème. Une connaissance qui n'est pas mise en application, elle ne sert à rien. Une théorie sans pratique, elle ne vous avance à rien. C'est ça le grand problème. Voilà la faiblesse des enseignants aujourd'hui. Voilà la faiblesse des diplômés d'aujourd'hui. Ils accumulent tellement de connaissances, mais ils ne savent pas quoi en faire. Ils ne savent pas l'utiliser pour le bien de la société. Ils ne peuvent pas. Ils n'ont pas appris à utiliser leurs connaissances pour changer le monde. Et là, c'est pareil à des bibliothèques. Une bibliothèque, si la connaissance, l'accumulation des connaissances était le pouvoir, les bibliothèques seraient les plus puissantes, mais ne le sont pas. Elles sont juste des réservoirs de connaissances. Elles sont juste des lieux de stockage de connaissances. Et là encore, il faut que les gens les consultent pour que ce soit des réservoirs de connaissances. Si vous avez des bibliothèques où personne ne va, ce n'est plus des réservoirs de connaissances, ce sont des cimetières de connaissances. Et certains diplômés sont à ce stade-là, de cimetières de connaissances et rien de plus. Le point suivant de l'école, c'est le conformisme. Le fait de vouloir placer tout le monde dans le même sac. Le fait de traiter tout le monde de la même manière. On oublie qu'il existe plusieurs types d'intelligence, les intelligences multiples. L'intelligence mathématique, l'intelligence linguistique, l'intelligence kinésique, l'intelligence musicale, naturaliste et autres. On devrait normalement donner aux gens une formation par rapport à ce qu'ils ont comme talent afin de les amener non seulement à s'épanouir complètement, à s'épanouir de la bonne manière, mais aussi à servir de la bonne manière, car on développe au maximum le potentiel des gens. Mais on va moudre tout le monde dans la même moule et à la fin, qu'est-ce qui va en sortir? Puisque on n'a pas tenu compte des particularités des enfants. On n'a pas tenu compte de ce que sont les enfants, de ce que peuvent faire les enfants, mais on les amène tous à devenir de la même personne presque, ce qui est impossible. Même contenu de matière, même méthodologie de matière, même mode d'évaluation, même manière d'être traité, et à la fin, c'est du n'importe quoi. Ça ne marchait pas. Voilà la raison pour laquelle nous disons sincèrement qu'il serait mieux de changer l'école, il serait mieux de revoir les choses. Le point suivant, c'est la généralité. On plonge les enfants dans les généralités. On veut leur donner tout à la fois. Zoologie, anatomie, botanique, maths modernes, géométrie, français, anglais, chimie, physique, et à la fin, les enfants sont plongés dans ce qu'on appelle la culture générale. Mais la connaissance spécifique qui peut les amener à faire la différence, où est-ce qu'elle est? 6 années d'études primaires, 6 années d'études secondaires. Et si vous retirez l'enfant,
Vous vous rendez compte qu'il n'a été préparé à rien. On ne l'a préparé à rien du tout. Il a été préparé pour servir dans aucune sphère de la vie pratique. C'est compliqué. Et ça, c'est une faiblesse de l'école. Le point suivant, le septième, c'est la gestion de l'échec à l'école. Un enfant qui échoue, on lui fait comprendre qu'il ne vaut rien. On lui fait comprendre que c'est une catastrophe. On lui fait comprendre qu'il est vraiment quelqu'un de moins compétent. Alors que, en réalité, l'échec est une découverte. Une découverte de ce qui ne doit pas être fait. Ce n'est pas un péché. L'échec, c'est une découverte. Stimuler les enfants, pousser les enfants à essayer, à expérimenter, à chercher et leur montrer noir sur blanc que l'échec n'existait pas. Ce sont des découvertes de ce qu'on ne doit pas faire, mais les enfants seront surmotivés. Ils n'auront pas honte d'échouer, ils n'auront pas peur d'échouer. Ils ne seront pas intimidés face à l'échec, mais ils sauront que c'est normal, que ça arrive à tout le monde et que c'est comme ça que le monde a été amené à l'évolution. Et la conséquence, c'est le point suivant, le huitième. Avec l'échec, on va étiqueter les enfants, l'étiquetage des enfants. Ah, surdoué, ah, doué, ah, imbécile, ah, idiot, ah, bourrique. Avec ce genre d'étiquetage, les enfants en viennent à quoi? À se renfrogner, à se recroqueviller sur eux-mêmes. Ils ont peur d'essayer, ils ont peur d'expérimenter, alors que c'est là le secret de l'évolution, c'est là le secret de l'invention, c'est là le secret de la rénovation, de l'innovation, c'est là. On tue les enfants à l'école en ne leur permettant pas d'échouer, en leur faisant croire que la vie, ce n'est que la réussite, ce qui n'est pas le cas. La vie n'a jamais été que la réussite. Dans aucun secteur, partout on expérimente, on échoue, on revoit, on revient, on refait. On corrige, on recadre, on réoriente, on redéfinit. C'est ça, normalement. Et c'est ce qui nous amène au point 9. L'échec tue cet aspect-là de l'homme. Ce qui amène quoi? À l'extinction de l'imagination. Or, c'est la faculté première qui nous amène à faire du nouveau. L'imagination créatrice. On crée l'innovation. Grâce à l'imagination, on fait des inventions. Grâce à l'imagination, on crée. Grâce à l'imagination. Et quand vous éteignez cette flamme, quand vous éteignez la curiosité chez l'enfant, quand vous éteignez l'envie de savoir, l'envie de connaître, l'envie de chercher à savoir, l'envie de chercher à connaître par soi-même, à expérimenter même les connaissances que vous lui avez transmises, vous éteignez la chose. Il n'y aura pas d'innovation, il n'y aura pas d'invention, il n'y aura pas de rénovation, il n'y aura personne pour amener la phase suivante de l'évolution. L'école tue la société. L'école neutralise la société. Le point suivant, le 10e, voyez un manque d'imagination en prenant deux aspects, deux catégories de personnes. Des analphabètes d'un côté et des diplômés d'un côté. Les deux sont croyants. Le manque d'imagination va se manifester comment? Chez le diplômé, sa prière sera celle-ci. Seigneur, donne-moi un emploi. En d'autres mots, il demande une place vacante pour aller servir. Il va chercher quoi? Il va chercher à trouver une place vacante pour être embauché. Seigneur, fais à ce que je puisse trouver une place vacante. Seigneur, fais en sorte que la personne que je vais rencontrer puisse me prendre au sérieux et m'embaucher et me donner du travail. Il cherche. Le diplômé cherche un emploi, une place vacante. Et son imagination se limite là. Et son intelligence se limite là. L'analphabète ne cherche pas un emploi, lui, non. Il cherche une idée. Il va trouver une idée qu'il peut matérialiser, une idée qu'il peut mettre en œuvre en vue de créer quelque chose. L'un cherche l'emploi, l'autre cherche une idée. L'un est pris pour servir, l'autre met en œuvre une nouvelle chose.
et la prière, les deux prières. Seigneur, donne-moi un emploi. Seigneur, donne-moi une idée. L'Éternel va inspirer un alphabet une idée qui va créer une école où il va embaucher les diplômés. Il va créer un supermarché, il va créer une boutique, il va créer une maison d'habillement où il va embaucher les diplômés. Et les diplômés doivent attendre que le Seigneur réponde d'abord à la prière de l'employeur, qui est l'analphabète. Le Seigneur, logiquement, commence par répondre à la prière de l'analphabète, qui est l'employeur. Et enfin, une fois que l'employeur a créé de l'emploi, la prière du diplômé sera aussi répondue, ce qui est tout à fait normal. Voilà pourquoi ceux qui croient que leur papier colorié qu'on appelle diplôme peut faire la différence, ils se trompent. Ils se trompent. Le 11e point, l'école va vous apprendre tout sur n'importe quoi. Chimie, biologie, anatomie, botanique, zoologie, maths, physique, maths, géométrie, zoologie et patati patata. Mais l'école ne vous apprend rien sur vous-même. Or, si vous ne vous connaissez pas, comment est-ce que vous saurez ce que vous pouvez faire? Si vous n'avez pas la connaissance de vous-même, comment aurez-vous la connaissance de ce que vous pouvez faire? Si vous n'avez jamais eu le temps de vous arrêter pour vous contempler vous-même, comment saurez-vous contempler le monde? C'est là que vous vous égarez. C'est là que vous perdez les pédales. Et la dernière faiblesse de l'école, la 12e donc, est celle-ci. Pendant votre formation, vous êtes rendu compte d'une chose, ou vous vous rendrez compte d'une chose. On vous donne des ordres, mais on ne vous donne pas de directives, on ne vous donne pas des orientations, on ne vous donne pas de mesures d'accompagnement. D'où vous vous égarez complètement lors de votre formation et vous vous égarez de la même manière dans la vie pratique. Exemple, on vous dit observer, mais on ne vous a jamais appris les tactiques d'observation. On vous dit répondez, mais on ne vous a jamais appris à répondre à une question. On vous dit écoutez, mais on ne vous a jamais appris les techniques d'écoute. On vous dit concentrez-vous sur cet aspect-là. Mais on ne vous a jamais appris comment est-ce que l'on se concentre. Oh, soyez attentif. Mais jamais celui qui vous le dit ne vous a montré comment est-ce qu'on peut être attentif. Ah, silence dans la salle. Mais on ne vous a jamais éduqué sur la manière d'être silencieux, de garder le calme. On vous dit des choses, mais on ne vous a jamais montré comment les faire. On vous donne des ordres, mais on ne vous a jamais appris à y répondre favorablement. On vous donne des directives parfois, mais les mesures d'accompagnement, les orientations, il n'y en a pas. D'où le fait que nombreux décrochent de l'école, nombreux quittent l'école. Et ceux qui poursuivent leur formation, qui passent beaucoup d'années, qu'est-ce qu'ils deviennent? Qu'est-ce qu'ils deviennent? Socrate n'est pas allé à l'école, mais il est le premier grand philosophe de l'Occident, le premier à être reconnu. Albert Einstein n'a jamais fait d'université. On le sait, mais voyez ce qu'il nous a légué. Jean-Jacques Rousseau n'a jamais été à l'école, c'est un autodidacte, mais il est l'un des grands philosophes que le monde ait connu, l'un des lumières du XVIIIe siècle français. Bill Gates n'a jamais été à l'université, mais voyez ce qu'il a fait. Steve Jobs et les autres. L'objectif n'est pas de vanner qui que ce soit. L'objectif n'est pas que l'on mette fin à l'école, mais l'objectif est que l'on puisse créer une école adaptée à notre époque. L'école actuelle est obsolète. L'école actuelle est inadaptée. L'école actuelle ne sert plus aux besoins actuels. Que mes compagnons, que le grand vaillant cavalier de la craie ne voient pas en ce message la volonté de vouloir le vanner ou de provoquer un clash, non. Nous voudrions que les choses changent. Ah, si seulement j'avais 10 millions d'euros, je créerais
l'école nouvelle, l'école adaptée à notre siècle, l'école adaptée à notre époque et aux époques qui vont suivre. Une école adaptée à la marche du monde. Ça, c'est la deuxième vidéo sur la dimension scolaire dans notre étude. Elle aura une suite F1, la troisième vidéo sur l'école. Toujours, on est dans le point 7. Là, je vais te donner les recettes particulières pour t'amener, toi, à apprendre. Peu importe le diplôme que tu as, peu importe que tu n'aies pas de diplôme, peu importe ce qu'on t'a dit, pourvu que tu saches lire, écrire, calculer, tout le monde le fait parce que l'argent amène tout le monde à y être. C'est dans la troisième vidéo, celle qui va suivre, la dernière dans la série, dimension scolaire, la troisième, je vais te donner les recettes, je vais te donner les stratégies, les astuces. 12 astuces pour qui vont t'amener à faire la différence. À sortir des carcans dans lesquels on t'a enfermé via l'école et de faire la différence par toi-même. Car tu peux le faire, car tu as le potentiel pour, car tu as des dons, tu as du talent pour. Surtout, prends bien soin de toi.